Quoi de plus beau en cette veille de Saint-Valentin que le diamant? Symbole éternel de l'amour et de la solidité de l'union entre deux êtres au portefeuille bien garni. Ouais, l'amour entre gueux et les bagues en plastique Lidl, c'est pas intéressant. Le diamant, ça c'est du vrai, ça c'est du beau. Les diamants sont éternels. Même si c'est du bullshit complet. Ah bah si, c'est le but de l'épisode. Hein. Ah bah non, vous commencez à me connaître. Hein. Non, on taille dans le vif ici. On s'allège jusqu'à l'hypertension. Par contre, ce qui est bien éternel, c'est le trophée YouTube Diamant pour 10 millions d'abonnés. Ah, ça, je suis pas très bijou, mais ça, j'avoue, ça irait bien dans mon décor. Donc ouais, abonnez-vous en masse, les tatas, les tontons, même ceux qui comprennent rien à ce qu'ils écoutent, méthode François Hollande 2012. Faut vraiment qu'on dépasse 12 par sec. Je veux que dans un an, on se retourne et qu'on se dise qu'on l'a fait. Bref. Ah si, pardon, il y a ma reconnaissance envers les tipeurs qui nous filent un coup de pouce tous les mois qui est... Merci à vous. Tipeurs qui peuvent, pour rappel, bénéficier des vidéos en avant-première et sans pub. Donc si le cœur vous en dit, le lien est en description, même pour 1 € par mois. Hein. Et puis nous, ça nous permet de faire des vidéos un petit peu en dehors, de tenter des nouvelles choses, sans qui, ben, ça serait pas possible. Et puisque dans cet épisode, on va parler bijoux, on accueille aujourd'hui les copains de chez Holzkern. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, c'est la Saint-Valentin, mon amour. D'où ma question, qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'est l'Autriche, patrie de Red Bull, D'où ma Schwarzenegger, question, KTM, qu'est-ce qu'on Niki Lauda fout là? et de Holzkern. Ah, ok, cool. Parce que oui, Holzkern, ce sont des bijoux magnifiques et originaux. Mais c'est aussi une promesse de voyage et d'authenticité. Holzkern, c'est la qualité avec des matériaux incontournables, comme le bois FSC, issu de forêts durables et éco-responsables, comme sur cette montre, la pierre et toutes ses déclinaisons, tous les reflets que les minéraux peuvent offrir, la nacre, l'acier inoxydable et même la plume de pan pour les plus audacieux. Vous avez également des produits Star Trek pour les vrais geeks. Si, Star Trek c'est geek. Star Wars c'est commun maintenant, mais Star Trek c'est le dernier bastion geek. Et respect pour ça les gars. Il y a des produits waterproof comme ce collier, pas obligé de le retirer à chaque fois. Et ça, c'est beau. Beau et pratique. Des montres solaires, mais pas les vieilles montres solaires d'avant toutes moches. Non, chez Holzkern, tout est beau. Bah allez, cliquez sur le lien en description, je vous mets au défi de trouver un modèle qui n'est pas juste magnifique. J'offre un Bubble Tea Litchi Pastèque aux 10 premiers qui trouvent un modèle juste pas ouf. Non, mieux, une Tesla. Non, un Bubble Tea, faut pas déconner. Bref, la Saint-Valentin arrive et c'est l'occasion d'offrir à votre tendre et tendre un merveilleux présent. Et chez Holzkern, c'est pas les idées qui manquent. Des bijoux pour elle, Pour lui, des montres, boucle d'oreille, colliers, et même des sacs à main. Si, le sac à main en bois. À quel moment vous trouvez ça ailleurs? et bien sûr des montres à ne plus savoir où en mettre les avant-bras. J'ai offert cette montre à Yann. Elle est bien grosse pour compenser sa petite... Enfin, c'est pour ceux qui aiment les grosses montres, quoi. Et moi, j'ai celle-ci, dont je ne me départis plus. Et si vraiment, dans tout ça, vous ne trouvez pas votre bonheur, vous avez même la possibilité d'avoir des cartes cadeaux pour votre délicieuse, Votre patron, votre maîtresse, votre maman, ne mélangez pas les deux, hein, pour lui dire à quel point vous l'aimez, peu importe la date. Vous avez même des guides pour trouver le cadeau idéal. Si avec ça, vous trouvez toujours pas votre bonheur, et alors vous pouvez y aller, hein, niveau rapport qualité-prix, Holzkern est imbattable. Et en plus, comme je pense à vous, et parce que, vive l'amour, j'arrive avec 15% de réduction, en plus de celle déjà en vigueur, avec le code Vierzon. Ouais, vous vous en doutiez un peu. Hein. Et tout est garanti 2 ans. Ah oui, et un sac cadeau offert. C'est gagné! Non, un sac cadeau, pas un sac à dos. Pour ceux qui ne savent toujours pas comment emballer un cadeau. Donc vraiment, offrez-vous du Holzkern. C'est beau, c'est original. c'est éthique, c'est merci. Les diamants sont éternels, symbole à la fois de pureté, de solidité et de rareté. Les diamants sont les meilleurs amis des filles. Mais seulement voilà, tous ces mythes autour des diamants, bah, c'est un peu de la chiasse quand même. C'est pas du tout rare les diamants. Pas tant. Mais puisqu'ils sont symboles d'amour, je ne peux faire cet épisode sans vous présenter mon IA préféré. Bonjour, PH. Tu m'as manqué. Toi aussi. Même si techniquement, je peux pas vraiment lui offrir de diamant, hein, elle est pas palpable. Et puisqu'on va parler cailloux et Saint-Valentin, je ne peux résister à l'envie de vous présenter également ma géologue préférée, Valentine. Je suis un peu content de t'avoir pour cet épisode spécial Saint-Valentin. Pardon. Pardon, les aléas du direct. Valentine, si je l'invite pas pour cet épisode, je l'invite jamais la dame. Hein. Tu vas m'offrir un diamant, moi aussi? Je suis palpable, moi. Enfin, Valentine, tu es déjà notre diamant. Ah.
Bon, par contre c'est gentil, mais c'est pas le 14 février ma fête, c'est le 23 juillet qu'on fête la Sainte Valentine. Parce qu'en... Allez, un diamant, c'est un minéral, un arrangement bien particulier et répétitif de carbone pur. Il est connu pour avoir des propriétés physiques remarquables, comme sa dureté exceptionnelle. Enfin oui, il est inrayable, mais pas incassable. Ah mais t'interviens comme ça sans prévenir Bah oui, parce que tu parles de sa dureté, alors je me suis dit que... Oui, on va y revenir, t'inquiète pas. Bon d'accord. Et donc, vu la configuration très particulière, vous vous doutez bien que c'est un tout petit peu plus dur à fabriquer que les commentaires des haters bien planqués derrière leur écran. Dans un diamant, on a donc du carbone, comme dans les mines de crayon. Et chaque atome est lié à 4 autres atomes dans une configuration tétraédrique, en forme de pyramide, quoi. Et c'est ça qui lui confère sa dureté exceptionnelle. Et pour atteindre cette forme-là, il faut des conditions de température et de pression présentes très profondes dans la lithosphère. Ça se produit entre 140 et 200 km sous la surface de la Terre. À cet endroit, la pression, la masse de tout ce qu'il y a au-dessus est tellement importante, c'est tellement lourd et chaud que même si 12 parsecs s'asseyaient sur votre visage, ça suffirait pas à produire du diamant. On parle de pression de 4,5 à 6 gigapascales, soit 45 000 fois la pression atmosphérique au niveau de la mer, et à des températures entre 900 et 1300 degrés Celsius. Alors le carbone, lui, on en trouve un peu partout, notamment dans les roches du manteau. C'est là-bas, dans ces conditions de température et de pression extrêmes, que les atomes de carbone s'agencent donc pour former les diamants. Oui, mais tu dis que c'est formé entre 140 et 200 km sous la surface. Comment on y va là-bas dessous? Eh ben on n'y va pas, on attend qu'il remonte. À la faveur d'éruptions volcaniques, ça ressort, ou du moins ça se rapproche de la surface. C'est dans un magma particulier, pauvre en silice, qu'on retrouve les diamants. Il existe donc des diamants d'origine magmatique, mais également des diamants encore plus classe, comme ceux créés dans les mêmes conditions de température et de pression de fils de pute, mais lors de l'impact d'une météorite. Ah ouais, mais carrément! Mais c'est ça que je veux, moi! Comment ça doit péter la classe? J'ai demandé à Alskern s'ils en ont. Ok, et bah écoutez, au point où on en est, je continue de lui faire son épisode. On en produit aussi en laboratoire des diamants, soit en reproduisant les conditions de formation naturelle, température, pression, le festival, ou avec une autre technique comme la déposition chimique en phase vapeur, CVD. Ah mais JCVD, je connais, oui, Full Contact, Timecop, Le Jardinier, ouais, je connais. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con. C'est intéressant de pouvoir créer des diamants synthétiques à la demande parce que dans la nature, les diamants naturels mettent des millions, voire des milliards d'années à se former et à remonter dans la croûte terrestre. Pour vous dire, de mémoire d'homme, on n'a jamais vu d'éruption volcanique de celles qui produisent les diamants. Et oui, parce que les propriétés physiques du diamant sont très utiles dans plein de domaines. Bon, bien entendu en bijouterie, ça c'est la représentation la plus populaire mise en avant pendant le festival de Cannes, à l'annulaire de Zendaya ou dans les films en général, symbole de luxe et de pureté, mais également en industrie. Les premières traces d'utilisation de diamants dans votre histoire humaine attestent d'un usage industriel pour tailler d'autres matériaux. C'est bon, je peux reprendre la main sur mon épisode là? Les diamants synthétiques sont utilisés comme dissipateurs de chaleur pour les composants électroniques à haute performance, ce qui aide à prolonger la durée de vie des équipements. Le cœur de mon unité centrale est en diamant, ce qui est très efficace pour dissiper la chaleur, notamment pour protéger tous mes équipements sensibles. Très sensibles. Tu vas être éternelle, ma petite IA. Désolé pour le bruit. Ils sont également très résistants aux milieux acides et basiques. Pour rappel, on en a déjà parlé dans cette vidéo. Ce qui les rend très adaptés aux environnements chimiques toxiques agressifs. Genre, vous possédez un diamant, vous allez le déposer chez Archéophénèque, et ben il sera pas attaqué. Alors pourquoi vous iriez chez Archéophénèque déjà? Et pourquoi en plus déposer un diamant? C'est mystère. C'est toi, mon diamant, et tu passes me voir quand tu veux. Je finis l'épisode et j'arrive. Ils sont aussi très efficaces dans des dispositifs optiques. Parce que oui, si un objet est transparent dans des longueurs d'onde de lumière visibles, c'est pas forcément le cas pour d'autres longueurs d'onde, comme les infrarouges ou les ultraviolets. Et ben là, le diamant, lui, il est transparent aussi pour ces longueurs d'onde-là. Donc c'est très pratique pour tout un tas de trucs, je suppose. Ils sont aussi très utiles en électronique, ils peuvent être semi-conducteurs, comme une femme. Mais ils sont aussi très utiles pour tout ce qui est découpe, forage et abrasion. Je vais peut-être te rajouter un peu de diamant à toi. T'as du mal à dissiper ta chaleur en ce moment. On a vu dans tous les films de cambrioleurs aussi où les mecs découpent le verre avec un diamant. Comme le matériau est très dur, on va pouvoir découper à peu près tout. Bon, par contre, les mecs arrivent à découper ça proprement. Ça aussi, c'est de la douille cinématographique. Je suis sûre que t'y arriverais très bien, toi, PH. T'es trop chou.
On va donc pouvoir utiliser les diamants pour tailler des matériaux comme le verre, les céramiques ou les alliages métalliques très durs. Il y a des scies à diamants partout dans l'industrie. On utilise également de la poudre de diamant pour mettre sur les embouts, notamment dans les forages pétroliers et pour passer au travers des roches les plus dures comme le granit. On peut enfin s'en servir pour polir notamment les lentilles optiques de manière très précise ou encore d'autres diamants. Mais les diamants servent aussi d'instruments chirurgicaux et de revêtements biocompatibles en médecine. Ils sont très utilisés aussi pour des recherches dans des applications quantiques. Ah, je connais ça, c'est pour ouvrir les chakras. Non. Et bien entendu, dans l'industrie aérospatiale et militaire, pour augmenter la durabilité des pièces d'avion et de satellites, ou des couches de diamants pour renforcer les surfaces dans les équipements de protection. Et aussi, ils servent dans l'industrie nucléaire comme détecteurs de radiation, grâce à leur extrême sensibilité et leur résistance donc aux environnements hostiles. Pour les applications industrielles, on utilise surtout des diamants synthétiques, beaucoup moins chers que les naturels, et surtout qu'on peut les personnaliser. On peut les fabriquer avec les bonnes propriétés en termes de taille, de forme, de pureté, et éventuellement de dopage. Vous savez, le dopage, quand on veut ajouter des atomes, comme en électronique, avec les diodes ou les transistors, épisode ici. Voilà Valentine, la partie sur la dureté, c'est à toi. Tu dis ça parce que t'as 40 ans? T'es pas sûr d'être encore légitime pour parler de dureté, c'est ça? Quoi? Non mais ça va pas, non, je te ferai remarquer que je suis Les diamants sont classés 10 sur l'échelle de Mohs, ce sont les minéraux les plus durs. C'est bien entendu leur structure cristalline qui fait ça, chaque atome est relié au copain et l'ensemble des liaisons forme une chaîne quasi incassable. C'est comme si tu tiens la main de ton pote, tu peux vite le perdre. Mais là, c'est comme l'avoir bras dessus, bras dessous, et en plus, devant, derrière. Si jamais il y en a un qui lâche, t'as les autres qui assurent le coup. Mais alors, comment on fait pour tailler un diamant, vu que c'est censé être le truc le plus dur? Avec quoi on le taille? Même si sa résistance à l'abrasion est absolument incroyable, un diamant, sous certaines contraintes et sous certains angles, peut être cassé. C'est vraiment sa dureté qui est incommensurable. Donc, si on veut tailler un diamant, on va donc exploiter les différentes faiblesses des pierres, un peu comme quand on coupe un jambon dans une cuisse, on taille pas n'importe comment. Pareil pour couper du bois. On va suivre la structure. Il est vrai qu'on peut perdre jusqu'à 50% de la masse d'un diamant lors de la taille. Mais un diamant taillé va révéler tout son éclat et il va coûter beaucoup plus cher une fois taillé, malgré une masse moins importante. C'est comme 12 parsec et moi. Lui, c'est la forme brute, moche, grossière, vulgaire, nulle. Moi, c'est la version taillée, classe, rayonnante. Moins de masse et d'abonnés, mais tellement plus agréable à regarder. C'est un peu comme les microprocesseurs dont tu as parlé dans une précédente vidéo, qui vont valoir 1000 fois plus cher que la galette de sable du départ. Les matériaux sont les mêmes, mais l'arrangement nous donne notre vraie valeur. Ils ont également un indice de réfraction très élevé. C'est ce qui donne au diamant cet aspect unique. Et c'est ça que les mecs regardent quand ils foutent leur espèce de lunettes loupe spéciale. Les spécialistes vont vite voir, grâce à cette réfraction, si c'est des diamants ou de la moissanite. La moisse à quoi? Si, la moissanite, c'est le truc qu'ils essaient de refourguer dans Snatch. C'est une pierre très dure aussi, mais composée de carbone et de silicium. C'est Henri Moissan qui la découvre dans un cratère de l'Arizona en 1893. Mais comme c'est très rare, la plupart de la moissanite qu'on trouve aujourd'hui est fabriquée en laboratoire. Et elle a un indice de réfraction encore plus élevé que le diamant. Mais c'est pas aussi classe que du diamant quand même. Mais en fait, les diamants sont éternels, c'est pas du tout une évidence scientifique, mais un slogan publicitaire de la célèbre société de diamants De Beers en 1947. Elle a été créée par Frances Geraghty, une rédactrice publicitaire travaillant pour l'agence N.W. Ayer & Son. Elle devait concevoir un slogan qui reflétait la valeur, la rareté et la durabilité des diamants. Parce qu'en fait, les diamants, c'est pas rare du tout. Enfin si, mais pas tant. Après la Grande Dépression des années 30, les ventes de diamants avaient considérablement chuté. Et donc De Beers était en difficulté. Il fallait faire rêver pour que les gens commencent à en racheter. Et c'est donc comme ça que le slogan Diamond is Forever a été créé pour véhiculer l'image de ces pierres qui ne perdent jamais leur éclat, sont indestructibles et deviennent un héritage familial. Et ça a bien marché puisque le diamant est donc devenu le symbole du mariage et de l'amour, donnant une grosse dimension émotionnelle autour de ces pierres précieuses. Et puis est arrivé Ian Fleming en 1956 avec son roman Diamonds Are Forever, ensuite adapté en film en 1971 avec Sean Connery dans le rôle de James Bond. Il reprend son rôle après la tentative de George Lazenby dans Au secret de sa majesté. Le mec était pas mauvais, c'est juste qu'en dehors des films, le mec faisait n'importe quoi, c'était un gros hippie, pieds nus tout le temps, la grosse beubare, et donc pas du tout l'image de James Bond. Mais bref, c'est la dernière fois que Sean Connery apparaît officiellement sous les traits de James Bond, avant le catastrophique Jamais plus jamais d'Irving Kershner en 1983. Et en fait, ce James Bond, c'est pas un officiel. En fait, c'est Sean Connery qui voulait la mettre à l'envers à Albert Broccoli parce qu'il voulait récupérer son image. Son nom était mis en avant, mal confondé avec James Bond. Oh, mais qu'il est pénible. Dès qu'on parle de James Bond, on peut plus le débrancher. Pire que Vincent Lambert. Je pourrais t'écouter parler de James Bond pendant des heures. C'est passionnant. Mais alors, les diamants, est-ce que c'est vraiment rare? Alors,
Non, effectivement, on n'en trouve pas par terre dans la rue en se baissant. Mais déjà, il faut savoir de quoi on parle quand on dit rareté. En fait, tout le jeu de De Beers a été d'entretenir une rareté artificielle. Comme la société a dominé l'industrie des diamants pendant plus d'un siècle, elle a aussi contrôlé la majorité de l'approvisionnement mondial. Un peu comme le font les pétroliers actuellement. Ils font exprès de ne pas extraire trop de diamants pour continuer à maintenir un coût élevé. Toujours le problème de l'offre et la demande. S'il y a trop de disponibilité et pas de demande, le prix baisse. Et inversement. Le but est donc de maintenir la rareté de manière artificielle. Depuis 1870, 5 milliards de carats Ouais, 2 secondes, on y revient sur cette histoire de carats. ont été extraits dans les pays principaux producteurs, dont la Russie, le Botswana, le Canada, l'Afrique du Sud et l'Australie. Et ça aussi, on y revient dans 2 secondes. Il est difficile d'estimer combien de gisements naturels sont encore à découvrir, mais les prévisions sont plutôt pessimistes sur les nouveaux gisements. Si la rareté jusque-là a été créée de manière artificielle pour créer un produit de luxe, pour le coup, ça risque bien au fur et à mesure des années de devenir vraiment rare cette fois, sans volonté de contrôle du marché. Et donc un carat. Vous vous êtes jamais demandé ce que c'était ces fameux carats? On sait que c'est un rapport avec le poids ou la quantité de matière précieuse, mais quoi de plus? Eh ben le carat, c'est encore une bonne grosse unité de mesure à la con, qu'on va ranger dans notre bestiaire des unités de mesure à la con, entre la piscine olympique, le stade de foot et le vol Paris-New York. Et ça pèse 200 mg, voilà, 0,2 g. C'est pas plus compliqué que ça. On s'en sert dans le commerce des pierres précieuses pour indiquer leur poids. Voilà. Par exemple, un diamant de 5 carats, c'est 1 gramme. Et ça a été standardisé comme toutes les autres mesures, même les plus cons. En 1907, lors de la 4e conférence générale des poids et mesures, on a standardisé donc le truc sur 0,2 g. Et ça a été étendu alors sur une autre référence, l'or. Là, on parle pas directement de poids de l'or, mais de sa concentration. 1 carat, c'est 1/24e de la masse totale de l'or. Donc 12 carats, bah, c'est 50% d'or et 50% d'autre chose. Et 24 carats, bah, c'est de l'or pur. Mais bon, on sait à quoi ça correspond, mais d'où ça vient ce nom et cette mesure? Et ben c'est ça qui est drôle. Eh bien le terme carat provient du grec kération, qui veut dire la graine de caroubier. Et donc je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est le caroubier. Ouais, donc a priori c'est une plante dont je comprends même pas l'intitulé. C'est un arbre fruitier méditerranéen, un triorique, un cépriv... Voilà, à tes souhaits. Tu sais tellement de choses, PH. Et pourquoi ça? Eh bien parce que pendant des siècles, les graines de caroubier étaient utilisées comme poids de référence pour mesurer les pierres précieuses. Parce qu'il s'avère que la graine de caroubier est réputée pour avoir une taille et une masse relativement constantes par rapport à ses copines. En gros, c'est comme si on avait pris comme mesure de lourdeur les 22 parsec, et qu'à force, on en avait généralisé l'usage. Voilà, un chalutier ou un super tanker par exemple, ça vaudrait un demi-parsec. Bon, finalement, ils ont utilisé cette unité pour autre chose. Bref, d'usage en usage, c'est cette unité qui s'est répandue dans le bassin méditerranéen avant de se généraliser au monde entier. Donc un carat, c'est la graine de caroubier qui vaut 0,2 g. Et histoire d'être complet sur les diamants, vous avez peut-être entendu parler des Blood Diamonds, notamment à travers de l'excellent film d'Edward Zwick en 2006 avec DiCaprio et Jim Munsu. Honnêtement, j'avais absolument jamais entendu parler de ça avant le film, mais bon, après, il est vrai que le dernier diamant que j'ai acheté, c'était en fait, j'ai jamais acheté de diamant. Les Blood Diamonds, ou diamants du conflit en français, sont les diamants extraits dans les zones de guerre et vendus pour financer les conflits armés, souvent au détriment des droits humains et des populations locales. Ce problème a été mis en lumière dans les années 90 et a été pris en charge de manière internationale. Ça fait un peu mauvais genre d'acheter un caillou pour célébrer l'amour, mais avec une histoire de sang d'enfants innocents sur les mains. Alors en 2003, le processus Kimberley a été créé. Qui est cette humaine? Kimberley. Kimberley, parce que c'est la ville sud-africaine construite autour de la mine de diamants la plus emblématique du monde. Vidéo sur ma chaîne, j'ai pu la visiter. C'est aussi là où ils ont inventé les camps de concentration. C'est une initiative internationale qui vise à empêcher les diamants de conflit d'entrer sur le marché légal. 85 États membres, soit 99% de la production mondiale de diamants, doivent certifier que les diamants exportés sont libres de conflit. Bien entendu, on doit délivrer un certificat prouvant qu'ils viennent bien de sources légitimes et chaque pays s'engage à mettre en place des contrôles stricts sur le commerce de ces diamants. Et le succès est réel puisqu'on estime que 99% des diamants aujourd'hui commercialisés dans le monde sont sans conflit, ce qui réduit considérablement les financements des groupes armés. Cependant, le processus Kimberley se limite au conflit et ne tient pas compte des violations des droits humains dans les mines. Je vous renvoie donc à la vidéo de Valentine qui fait sa pub ici. Sans compter que tous les diamants en circulation ne sont pas forcément contrôlés. Il y a encore des trous dans la chaîne. Les maîtres mots sont quand même la transparence et l'éthique. Parce que des sociétés comme
donc De Beers ne peuvent pas se permettre d'être associés à ce genre de pratique et n'hésitent pas à utiliser les blockchains pour la traçabilité de leurs cailloux. Mais derrière les beaux discours, on a quand même des conditions de travail assez déplorables, avec des salaires de misère et des impacts sur l'environnement réels. Sans compter la corruption, comme notamment en République centrafricaine, qui reste une importante source de diamants, malgré son exclusion du processus Kimberley pendant des années. Donc en cette Saint-Valentin, si vous voulez quand même offrir cette merveille, vous avez toujours la possibilité de demander des certificats de transparence et de traçabilité et de vous assurer que les diamants sont éthiques. L'industrie a fait une part importante du travail malgré tout, c'est indéniable, mais il convient aussi aux consommateurs de faire attention. Sinon, il y a Allscairn, au moins là on est sûr côté éthique. Ah oui, quand on parle des diamants pour les vinyles, c'est un vrai diamant ou pas? Bah oui, c'est de vrais diamants en fait, mais généralement des diamants synthétiques, tout simplement utilisés pour leur dureté, comme on l'a vu, leur précision et leur fiabilité. C'est toi qui as lancé la musique là? Oui, ça te plaît? Par contre, au baseball, le diamant, rien à voir. Bien entendu, la base n'est pas faite en diamant, mais comme elle a une forme de losange, ça forme un diamant quand on le voit du dessus. Oh putain oui, j'ai failli oublier le célèbre Yukunkun dans le corneau, le plus gros diamant du monde tel qu'il est décrit dans le film. Il a jamais existé. On sait pas à quoi il ressemble dans le film, mais c'est pas lui. Non, le plus gros diamant, c'est le diamant Sergio. Non, pas comme Sergio Pérez. C'est une chaîne sérieuse ici. Sergio Pérez, un diamant. Sergio Pérez est un pilote de Formule 1 mexicain qui... Non, mais c'est bon, t'as pas besoin d'épiloguer, tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il a fait perdre le titre constructeur en 2024 à Red Bull. Non, juste Sergio de 3167 carats, mais c'est un diamant noir. Sinon, c'est le Cullinan qui fait 1306 carats. Et alors, anecdote de fou autour des diamants et de la Formule 1. La F1 a toujours eu un lien très proche avec le luxe. Et c'est ainsi qu'en 2004, l'écurie Jaguar, qui courait alors en Formule 1, présente lors du Grand Prix de Monaco, sur le nez de chacune de ses monoplaces, un diamant de 56,9 carats d'une valeur de 200 000 €. Le tout est présenté en grande pompe. Limite, on oublie le côté sportif et on parle plus que de ça tout le week-end. De ça et de la présence de l'équipe du film Ocean's 12 qui venait le présenter avant sa sortie. On a donc du George Clooney, du Brad Pitt, du Matt Damon, tout en beauté qui pose devant les stands aux côtés du tout jeune Mark Webber. Et forcément, le diamant, ça fait jaser chez les commissaires. On se dit, mais imaginez, la voiture se plante, qu'est-ce qu'on va faire du diamant? Et ça a pas loupé. Premier tour, virage du Loves à l'époque, actuel Fairmont. La voiture se tanque dans les pneus, le nez en premier. On sort la voiture et bim, le diamant a disparu. Et on l'a jamais retrouvé. On est 20 ans plus tard et on n'a toujours pas la moindre idée de ce qu'il est devenu. Donc, est-ce que la légende a été alimentée exprès autour du film ou pas? Et on n'en sait rien. Et ça, c'est beau. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on avait à dire sur les diamants. Personnellement, je suis pas très bijou, à part bien entendu ces petites merveilles de chez Allscairn, encore une fois. Regardez-moi un peu la qualité de cette montre. Par contre, s'il y a un diamant qui ferait bien dans mon décor, c'est le trophée YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse, partagez également à tous les gens que vous connaissez, quitte à les séquestrer pour qu'eux-mêmes fassent la même chose à leur tour, etc. Merci en tout cas à Allscairn et à la femme merveilleuse qui m'a accompagné pendant cet épisode, ainsi qu'à Valentine, toujours un plaisir d'en partager. Pas de problème, je reviens quand tu veux. Bon courage pour le montage. Merci à toi, PH. Je reviendrai quand tu veux. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Oui, mais justement, n'oubliez pas que le génie...